Bonjour tout le monde, salut les patates! Aujourd'hui, on attaque la section 5.3, c'est-à-dire on va attaquer le modèle qui s'intitule le modèle du corps noir. C'est un modèle qui va expliquer comment certains objets vont interagir avec la lumière, comment est-ce qu'ils vont la réémettre dans des conditions particulières. Quelles sont ces conditions? C'est que pour un corps noir, on sait que c'est un objet qui ne va réfléchir aucune lumière. Il va absorber 100% de la lumière reçue. Si je pointe un laser dessus, la lumière sera absorbée. Si je l'éclaire avec une lampe, la lumière sera absorbée. S'il est à proximité d'une étoile quelconque, il va absorber la lumière qui pointe dans sa direction. Alors on pourrait se poser la question, d'accord? Le nom du modèle, c'est corps noir. Est-ce qu'un corps noir est nécessairement d'une couleur noire? La réponse c'est non, pas du tout, parce qu'un corps noir va nécessairement réémettre de la lumière en fonction de sa température selon les équations qu'on va voir dans le podcast. Est-ce qu'un trou noir, ce serait un corps noir alors? La raison c'est non, puisqu'il absorbe tout, mais il ne réémet rien. Alors que pour être un corps noir, il faut que de la lumière soit réémise en fonction de la température. On pourrait se poser la question alors, est-ce qu'un corps humain, ce serait un corps noir? Ce que tu vois en ce moment, c'est la réflexion de la lumière sur mon visage qui est envoyée vers la caméra. Donc, la surface d'un être humain réfléchit de la lumière, ce qui fait en sorte que ce n'est pas un corps noir parfait. Le corps noir, c'est un modèle physique. Il sert à faire une approximation de ce qui se passe si on veut. Cette approximation va être meilleure pour certains objets et moins bonne pour certains autres objets. On pourrait faire l'approximation, appliquer le modèle corps noir, donc les équations mathématiques associées au modèle corps noir, à un être humain. Et ça va faire une approximation qui est surprenamment bonne. Toutefois, ça ne correspondra pas à 100% de la valeur exacte. Et vous avez vu à la section 4.9 que ce n'est pas grave. Un exemple valide d'un corps noir, ce serait le Soleil. Donc le Soleil, si je pointe un laser dessus, je ne vais pas avoir un faisceau laser qui est réfléchi vers moi. Le Soleil va absorber la totalité de la lumière qui est envoyée vers lui et il réémet la lumière en fonction de sa température. Maintenant, parlons de comment est-ce que cette lumière-là pourrait être réémise. On se rappelle de la catastrophe ultraviolette qu'on vous a présentée au début de la session, c'est-à-dire il y a 2-3 mois. Je suis sûre que vous en rappelez par cœur, et si ce n'est pas le cas, eh bien voici le graphique par là, auquel je fais référence. On se rappelle de notre graphique du spectre du corps noir, c'est-à-dire pour chacune des longueurs d'onde émises, l'intensité qui est émanée d'un objet. Donc, l'intensité explose si on ne prend pas en compte de la mécanique quantique. Donc, selon la mécanique classique, l'intensité devient infinie. Donc, il suffit de travailler minimalement son instinct de physicienne, pour réaliser qu'un objet qui émane infinie énergie, c'est très peu probable. Donc, ce que Einstein et Max Planck ont fait, c'est qu'ils ont commencé à jouer avec les équations qui donnent cette formule, puis ils ont vraiment joué, et ce qu'ils ont trouvé, c'est que, en gros, à la place d'avoir toutes les longueurs d'onde qui sont accessibles indéfiniment, il suffirait d'avoir un nombre entier, c'est-à-dire on va discrétiser la fonction. Ça veut dire que, à la place d'avoir une courbe bien droite et continue, on va avoir comme une échelle à franchir à chaque fois. Donc, ça dépend d'un nombre entier. C'est comme s'il fallait avoir une particule supplémentaire à chaque fois pour avoir accès au niveau suivant. Mathématiquement, ça veut dire discrétiser la fonction. Une fois qu'on a fait ça, on obtient les magnifiques courbes ci-jointes où rien n'explose, rien ne tend vers l'infini et les choses semblent bien joyeuses et jolies. On aime ça. La manière d'obtenir mathématiquement ce résultat-là se résume à ce qui suit. On va avoir des énergies accessibles qui vont dépendre d'un nombre entier, c'est-à-dire le n ici.
Ça va être un nombre entier multiplié par la constante de Planck fois fréquence de la lumière émise. Donc pour chaque longueur d'onde, je vais avoir une énergie qui est donnée, qui va dépendre d'un nombre entier. Donc seulement des entiers sont accessibles et non pas une continuité de valeurs. La constante, le h qu'on voit ici joint, ça correspond à notre constante de Planck parce que c'est Max Planck qui a travaillé là-dessus. Avec Einstein, on lui a donc donné une autre constante. Bien joué! Fait qu'on a une autre constante après Max Planck. En gros, ce en quoi consiste fondamentalement la théorie du corps noir, c'est que pour un spectre donné, le spectre, on se rappelle, c'est l'intensité en fonction de la longueur d'onde, on va avoir une longueur d'onde qui va correspondre au maximum de ce spectre-là. Cette longueur d'onde va être déterminée par la température de l'objet. Donc, un objet qui est plus chaud va avoir une longueur d'onde qui est plus courte, donc une fréquence plus élevée. Un objet qui est plus froid va avoir une longueur d'onde qui est plus grande, donc une fréquence plus basse. À partir de la température seulement, je peux déterminer c'est quoi la longueur d'onde maximale émise par un objet. Donc, en regardant le spectre d'une étoile, je peux savoir c'est quoi sa température. C'est malade! On est capable de cartographier toutes les étoiles dans le ciel, une très grande majorité d'étoiles dans le ciel et d'autres objets, en fonction de leur température, tout simplement parce qu'on est capable de savoir à quoi correspond le maximum de leur spectre. C'est un outil super puissant en astrophysique. Mais c'est pas tout. On peut aussi savoir c'est quoi l'intensité totale de l'étoile ou de l'objet avec, encore une fois, la température. Dans les deux cas, faire super attention parce que la température est donnée en Kelvin. Autant dans l'équation du haut que dans l'équation du bas. La température est en Kelvin. Non seulement c'est en Kelvin, mais dans la formule, on a un Kelvin exposant 4. Fait que quand tu prends un chiffre et que tu le mets exposant 4, ça fait une énorme différence entre l'avoir en Celsius ou en Kelvin. Donc, dans ces deux équations-là, faites-vous une note mentale, mettez un astérix dans vos notes de cours, faites quelque chose. Ici, les températures sont obligatoirement en Kelvin. Donc, on a les températures en Kelvin dans les deux équations. Je peux donc connaître la température et connaître l'intensité lumineuse d'une étoile, peu importe la distance qui la sépare de moi. L'intensité totale émise par notre étoile, ça correspond à sigma multiplié par la température à la 4. Sigma, c'est une constante qui est en gros un amalgame d'un tas d'autres constantes qui donne 5,67 fois 10 à la moins 8. Si vous avez envie de vous en rappeler par cœur, c'est 5, 6, 7, 8, c'est des chiffres qui se suivent. C'est quand même relativement facile à s'en rappeler par cœur. Une fois qu'on sait ça, on est capable d'aller faire des calculs supplémentaires avec notre intensité. Donc, petit flashback de mécanique, l'intensité, c'est la puissance par surface, alors que la puissance, c'est la quantité d'énergie par unité de temps. Donc, la quantité d'énergie par unité de temps, par exemple, je vais avoir le nombre de joules par seconde. Donc ça va me donner des watts. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'intensité qui est donnée par cette équation-ci, ça va être l'intensité totale émise à la source. Donc, l'intensité totale émise par une étoile. L'intensité totale émise par un objet, c'est donc la totalité. La totalité de l'intensité émise par un objet, par exemple pour une chandelle, une chandelle, ça va autant éclairer d'un côté que dans l'autre. Donc, l'intensité de la chandelle va émaner dans toutes les directions. Donc, si je regarde à une seconde donnée quelle est l'intensité émanée par une chandelle, elle est émise et ensuite elle va se propager en formant une sphère. Si je suis loin de la chandelle, ce que je vais voir avec les yeux, ça va être une intensité qui est plus faible. Mais l'intensité totale va se répartir sur une sphère, elle va comme se diluer plus cette sphère s'éloigne et on va obtenir quelque chose de beaucoup moins intense lorsque ça va se rendre à mes yeux. On va faire des exemples pour ça dans pas long. Sur ce, je vous souhaite une
Bonne journée! Bonne journée!